Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je veux juste faire quelques remarques. Ce webinaire sera offert en anglais avec une interprétation simultanée en français. Pour choisir votre langue, cliquez sur le bouton Interprétation, c'est l'icône du globe terrestre au bas du panneau. Sur un téléphone, cliquez sur l'icône More, plus, et Interprétation linguistique. Les diapos, donc, sont offertes en anglais et en français. L'interprétation par les signes est offerte. Nous invitons ceux qui utilisent l'interprétation par les signes à rejoindre directement les interprètes dans le chat. Si vous avez des questions, veuillez les taper dans la boîte questions-réponses, Q&A. Pour ceux qui ont besoin d'appui, une liste d'appuis et de services sera affichée dans le chat. Pour désactiver les notifications du chat, cliquez sur la barre, sur la flèche près du chat dans le menu Zoom et vous pourrez donc choisir votre option. Le webinaire est enregistré. Tout enregistrement et tous les documents seront affichés sur le site web du réseau Learning Network et envoyés par courriel après l'événement. Bonjour tout le monde. Je suis Katrina Scott, directrice académique du Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants de l'Université Western. Au nom du réseau, Learning Network et le Carrefour des connaissances, nous vous accueillons à cette conférence qui s'appelle en rétrospective, les programmes m'ont gardé en vie, impression des femmes sur le counseling pour la violence conjugale. Je suis située sur les terres traditionnelles des Anishinaabe, Haudenosaunee, Lenape et Attawandaron. Ces terres sont liées au traité de London Township et de Sombra de 1796 et au wampum de l'alliance du bol à une cuillère. Où que vous soyez aujourd'hui, pensez aux terres traditionnelles où vous vous trouvez et joignez-vous à nous pour reconnaître et remercier des générations de peuples autochtones qui ont pris soin des terres. Nous reconnaissons aussi que de nombreuses personnes noires ont été ont été forcées à venir ici en tant qu'esclaves il y a quelques siècles. Et nous continuons à travailler à réduire les effets négatifs, néfastes sur les genres, la relation entre les genres de ces violences. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Leslie Totti, qui est professeure émérite à la faculté de travail social de l'Université de Calgary. Dr. Totti, merci beaucoup d'être avec nous donc je vous cède la parole pour le webinaire. Merci. Merci, Katrina, de vos propos de présentation si aimables. C'est un plaisir pour moi aussi d'être avec vous, j'en suis ravie. Et je suis consciente des interprètes linguistiques et par les signes qui sont avec nous. Donc, je vais tenter de garder un rythme convenable. Nos objectifs d'apprentissage sont d'examiner les différents types de counseling offerts aux femmes ayant subi de la violence conjugale. Ensuite, de présenter les avantages et les inconvénients de ces approches de counseling telles que c'est décrit dans la littérature et par les 660 femmes qui ont demandé de l'aide de counseling pour la violence conjugale. Et ensuite, je vais décrire les répercussions de ces perspectives des femmes sur les approches d'évaluation et de counseling. J'ai trouvé donc des données, j'extrais des données d'une étude tripartite qui s'appelle Healing Journey, parcours de guérison de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, comportant 7 séries de collectes de données de 2004 à 2009 plutôt. C'est aussi un projet du réseau Resolve qui
travaille en parallèle avec le CRUVAC, donc le Centre de recherche sur la violence contre les femmes et les enfants de l'Université Western, mené par Katrina Scott. Il y a un livre par De Rivière qui traite des questions économiques de la première série de collecte de données. Nous avons examiné la gravité, l'AVC, la santé mentale, le bien-être, la maternité, le maternage, la coercition après la séparation, les questions de garde et problèmes de visite, entre autres. Nous avons aussi examiné les incapacités, donc mentales comme physiques. Et pour définir la chose, l'incapacité est définie comme un trouble qui nuit à l'employabilité aux activités quotidiennes. Il ne s'agit pas simplement de conditions mentales ou physiques, mais des éléments qui peuvent nuire donc aux activités de tous les jours. Et ces incapacités peuvent précéder la violence conjugale, ça rend les femmes évidemment plus vulnérables par la suite, ou ça peut résulter de la violence conjugale. Par exemple, plusieurs femmes qui vivent de graves violences peuvent donc finir par avoir des symptômes de stress post-traumatique, ce qui affecte leur employabilité ou même leurs activités quotidiennes. Quant aux limites de cette étude, c'est un échantillon non aléatoire. Les femmes à qui nous avons parlé avaient toutes accédé à des services. Nous ne pouvions parler à celles qui n'avaient pas recherché un service, puisque c'était là donc l'objet de la recherche, mais c'est aussi sa limite principale. Laissez-moi donc aborder la question de l'équipe de recherche. Il y avait plus de 70 collectivités d'où provenaient les membres de l'équipe. Les chercheuses principales, Jane Ursel de l'Université du Manitoba et Marlène Bertrand, qui était en communication, l'agent de liaison avec le gouvernement du Manitoba. Et il y a une longue liste dans chaque province de personnes qui proviennent du milieu universitaire et des centres communautaires qui ont participé au projet. Et nous avons aussi eu la participation de nombreux bailleurs de fonds, le Conseil de recherche en sciences humaines, le CRECH, et l'Alliance de recherche universitaire, université communautaire, la RUC, qui ont offert donc un financement important pour mener cette étude sur plusieurs années. Donc, nous remercions ces bailleurs de fonds. Une des prémices, c'est que les universités doivent établir des liens avec la communauté. Et si vous vous rappelez de qui ils travaillaient, ce projet est un bon exemple de cela et nous remercions tous nos bailleurs de fonds. Bon, laissez-moi parler du projet dans son ensemble. Avant de passer aux questions de counseling, nous avons parlé à 665 femmes de l'Alberta, la Saskatchewan, du Manitoba, toutes ayant été maltraitées par des partenaires intimes. 336 femmes autochtones, 283 femmes blanches, 40 de minorités visibles. Et donc, notre échantillon était vaste. Donc, c'était important pour nous. Et nous l'avons recruté par l'entremise de refuges, maisons d'hébergement et d'autres fournisseurs de services, d'autres intervenants. C'était une étude longitudinale de 2004 à 2009. Donc, il y a eu 7 vagues, 7 séries de données recueillies à peu près à 6 mois d'intervalle. Donc, on a parlé à ces femmes assez souvent et on leur offrait 50 $, chaque fois qu'on faisait donc contact et une conversation, reconnaissance du temps et de l'effort et de la participation à cette étude. Les données d'enquête ont été recueillies en personne avec la même assistante de recherche. Donc, la même adjointe de recherche parlait aux mêmes femmes pendant toute l'étude autant que possible. Et nous avons aussi parlé à 89 femmes qui ont été interrogées en profondeur sur leur perception de leur propre parcours de guérison. Il s'agissait de données quantitatives principalement. Nous voulions cependant aller plus loin
et apprendre davantage sur la réflexion de ces femmes. Et c'est pourquoi nous avons interrogé en profondeur 89 de ces femmes. Voici certaines des mesures qu'on a utilisées. La Composite Abuse Scale, bon, l'échelle composée de maltraitance. On a utilisé aussi une liste de vérification des symptômes pour évaluer la détresse globale psychologique. Il y a aussi une échelle du Center for Epidemiological Studies que nous avons utilisée, une liste de vérification du SSPT et une liste de vérification de qualité de vie qui a été développée par Sullivan et Bybee, qui travaillaient uniquement avec des femmes vivant dans des refuges. Donc, c'était des femmes qui avaient vécu de la violence conjugale. Puis la dernière mesure, c'était les stratégies de protection de la mère créées par l'équipe Healing Journey. Il y avait 20 éléments là-dedans pour voir ce que les femmes faisaient pour protéger leurs enfants. Donc, certaines des principales constatations, ces données se trouvent principalement dans la présentation PowerPoint et dans la liste des ressources. Et si vous voulez davantage d'informations, vous pouvez certainement vous tourner vers là. Donc, les premiers résultats, c'est les résultats en matière de santé mentale qui se sont dégagés. Et ce qu'on a constaté, c'était que les scores moyens des femmes ne se situaient pas dans les fourchettes cliniques. Peut-être qu'au moment où on a conversé avec elles, elles allaient mieux, mais il est tellement facile de stéréotyper les femmes comme ayant des problèmes de santé mentale. Et dans cet échantillon particulier de plus de 660 femmes, on a constaté que la plupart d'entre elles ne souffraient pas de problèmes de santé mentale. Nous avons constaté cependant que les femmes handicapées affichaient les scores les plus graves en santé mentale, celles qui avaient des problèmes d'incapacité dont j'ai parlé plus tôt. Et puisque nous avions un échantillon assez vaste de femmes autochtones, nous voulions comparer leurs scores par rapport aux non-autochtones, donc une grande portion de femmes blanches et 40 femmes de minorités visibles. Et ce qui était un peu surprenant, même si les femmes autochtones avaient fait rapport d'une violence conjugale physique et émotionnelle plus grave, elles ne différaient pas sur les mesures de santé mentale de manière significative. Donc, elles se portaient, quant à la santé mentale, aussi bien que les femmes qui n'avaient pas vécu le même degré de violence physique. Cependant, les incapacités, encore une fois, sont associées à une santé mentale plus problématique chez ces femmes. Puis, nous avons fait une analyse longitudinale et c'était là le centre, le cœur même de la recherche. On voulait voir comment les femmes se débrouillaient sur le temps. On a constaté que leur qualité de vie s'améliorait de manière significative, leur détresse mentale et le SSPT sur une période de 2,5 ans. 2 ans et demi. La dépression était constante, donc c'était stable, mais ça ne s'est pas empiré. C'était pas dans la fourchette clinique que j'ai mentionné au fil du temps. La violence conjugale et l'incapacité grave étaient associées à une plus mauvaise santé mentale sur 2 ans et demi. C'est à peu près standard dans l'étude que l'incapacité rend les femmes plus vulnérables et ainsi que une grave violence conjugale, ça vraiment mène à une plus mauvaise santé mentale, même sur plusieurs années. Alors, j'ai mentionné donc maternité, donc une étude de ASIA et collectif en 2019. Nous avons fait une comparaison des mères de Healing Journey ayant des enfants de 5 à 11 ans. Il s'agissait de 282 à 929 femmes dans l'étude longitudinale nationale canadienne sur les enfants et les jeunes de 2006. On a utilisé les mêmes mesures qu'on avait utilisé dans l'étude longitudinale, dans l'étude Healing Journey, et on a trouvé de manière intéressante que les femmes, les mères Healing Journey, ne différaient pas dans leur interaction positive ou leurs gestes donc auprès de leurs enfants. Et c'est important
car les femmes donc qui vivent de la violence conjugale sont souvent stéréotypées comme étant des mauvaises mères. Donc, nos données ne pointaient pas en ce sens. Une autre étude qui a été publiée avec Kendra Dixon de l'Université du Manitoba, Faculté de travail social, nous avons étudié les mères et les stratégies de protection. J'ai mentionné que c'est une mesure qu'on avait construite. Et encore une fois, les femmes maltraitées par le partenaire sont souvent dépeintes comme de mauvaises mères. Et on a donc étudié 350 mères Healing Journey avec cette échelle de stratégies de protection. Les stratégies utilisées le plus souvent, sachant que les enfants étaient probablement touchés par la violence conjugale, c'est de montrer de l'affection et d'alimenter le lien avec les enfants. Donc, elles utilisaient des stratégies plus positives généralement. Certaines autres stratégies, nous rendaient perplexes. Par exemple, la femme qui revient vers son partenaire, ça pourrait être aussi une stratégie, et certaines en ont parlé, même si ça nous rend perplexes, il faut comprendre pourquoi une femme ferait ça dans le contexte de la violence conjugale. Potentiellement, certaines étaient préoccupées de voir que leurs anciens partenaires n'étaient pas un bon père, ne parentaient pas bien l'enfant et donc choisissaient de revenir auprès de ce partenaire principalement pour protéger l'enfant. Enfin, une étude récente, nous avons donc étudié les questions d'agression sexuelle par un partenaire intime. L'analyse d'origine que j'ai mentionnée lorsqu'on parlait de questions de violence conjugale ne touchait pas nécessairement l'agression sexuelle. La Composite Abuse Scale, où l'on étudie la gravité de la violence conjugale, il n'y avait pas de sous-échelle incluant les agressions sexuelles. Il y a 4, en fait, items, mais qui ne faisaient pas l'objet d'un rapport de manière complète. Donc, essentiellement, on croyait nous y avoir penché, mais en fait, nous ne l'avions pas fait lorsqu'on a vraiment étudié les données. Alors, ce qu'on a fait, on a comparé les femmes qui avaient reporté sur un item de la Composite Abuse Care, mon partenaire m'a violée, et sur 665 Canadiennes, 41% avaient reporté être agressées sexuellement par leur partenaire. Et nous avions aussi étudié qui l'avait été dans leur enfance. Et plus de la moitié, 53%, avaient été agressés sexuellement dans leur enfance. Et on voulait faire maintenant un peu une étude de leur santé mentale. Toutes les femmes qui avaient plupart des femmes qui avaient fait rapport d'agression sexuelle avaient davantage de détresse mentale, de dépression, et les scores étaient aussi significativement plus élevés pour la sous-échelle de la violence composite. Et le SSPT était également plus élevé chez ces femmes ayant vécu des agressions sexuelles. Ceci est généralement ignoré dans la littérature, et pour les conseillers, les intervenants, les intervenantes, il est important de comprendre cette question-là, de comprendre cet effet chez les femmes qui ont été agressées sexuellement. Bon, maintenant, nous allons parler du counseling et de la violence conjugale. Voici une petite historique. On croit souvent que les femmes violentées demandent rarement de l'aide officielle comme le counseling. La plupart des études sur la violence conjugale ne portent pas sur le counseling. Moi, j'ai vraiment étudié ça parce qu'en tant que travailleuse sociale clinique, c'est un de mes domaines. Et j'ai trouvé 3 études démographiques canadiennes portant sur la recherche d'aide et la violence conjugale qui mentionnaient le counseling, et voici les références ici. Et je pourrais vous donner aussi l'ensemble des références, des ressources à la fin du PowerPoint. Et il s'agit d'études assez récentes. Selon Barrett et collectif, 32% des survivantes de violences conjugales ont demandé l'aide de conseillers ou de psychologues, comparativement à seulement 16% des hommes. Mais
il n'y avait aucune information sur les impressions ou la satisfaction des femmes à l'égard du counseling. Et 32%, c'est moins d'un tiers. C'est une faible proportion qui, encore une fois, semble corroborer le premier point, soit que les femmes qui sont violentées souvent ne demandent pas d'aide. D'autres études portent sur les évaluations d'un seul programme plutôt que donc d'étudier l'ensemble de la question. Alors, qui est en fait, que pensent les femmes du counseling qu'elles ont reçu? D'abord, combien l'ont demandé, combien l'ont reçu et qu'en pensent-elles? Et voici de l'information sur le counseling, l'intervention propre à la violence conjugale. Ça a été identifié comme un problème préoccupant par les refuges pour les femmes violentées. Les premières maisons d'hébergement canadiennes, les premiers refuges pour femmes violentées ont ouvert ses portes en 1973. Mais la violence conjugale n'a été considérée comme une préoccupation clinique qu'à partir des années 1980. Il y a donc un écart là. En fait, pour être tout à fait clair, les refuges offrent de nombreux services d'information sur la violence conjugale, du counseling par les intervenantes, du counseling en situation de crise. Aux États-Unis, on parle d'advocacy, au Canada de counseling ou d'intervention. Et toutes les études qu'on a étudiées quant à ce que les résidentes en disent, les résidentes disent que ces services sont essentiels, le soutien émotionnel et le counseling. Alors, voyons donc qu'est-ce que c'est que le counseling propre à l'AVC, donc par les groupes de soutien. Alors, il y a des groupes de thérapie, par exemple, et des services de soutien dans les maisons d'hébergement et les refuges, donc des programmes communautaires également. Bon, Katrina pourrait parler plus tard de l'intervention clé pour les hommes, c'est-à-dire les programmes pour les hommes. Pour les femmes, ce sont des groupes de soutien qui sont principalement offerts. Et il y a eu des évaluations de ces groupes et on trouve des améliorations statistiquement significatives, l'estime de soi, les attitudes à l'égard du mariage et de la famille et de la dépression dans ces groupes qui sont offerts, ces groupes de soutien. On parle souvent de pratiques tenant compte des traumatismes qui est donc offerte en counseling de groupe ou individuel. Et la thérapie cognitive est l'une des stratégies les plus courantes pour le SSPT qui, comme je l'ai mentionné, est liée souvent à l'AVC. Certains modèles ont été développés précisément pour la violence conjugale et certains refuges offrent des interventions de thérapie cognitive pour les femmes qui ont été violentées. Lorsqu'on regarde le counseling non spécifique à la violence conjugale, les thérapies de couple et familiales ont souvent été perçues comme controversées parce que les thérapeutes pourraient ne pas identifier la violence conjugale lors de ces séances de counseling parce que l'idée, c'est qu'il y a une neutralité du thérapeute. Si on travaille avec des couples, il est important de ne pas prendre parti et aussi il y a tendance à ne pas reconnaître les jeux de pouvoir dans les relations. Et je veux parler de cela un petit peu parce que dans ma propre historique, moi, j'ai déjà fait du counseling de couple, donc ma thèse de maîtrise portait là-dessus et on parle de 1977 ici. Il s'agissait d'une approche de communication. Nous croyons que le couple avait donc une égalité dans les relations et ça ne nous est jamais passé par la tête qu'il pourrait y avoir des inégalités de pouvoir ou de la violence. Et donc, en 1987,
en conversation avec une collègue, elle avait rapporté qu'elle avait travaillé en matière de violence, donc WC. Donc, elle m'a dit, il ne faut jamais utiliser la thérapie de couple, le counseling de couple en raison du différentiel de pouvoir. Et ça m'a vraiment étonnée, ça m'a frappée. Et j'ai dû vraiment y réfléchir parce qu'à l'époque, ça ne comptait pas comme un enjeu dans la thérapie de couple. Et avec le temps, j'ai commencé à comprendre qu'il s'agissait d'une considération importante. Il y a certaines approches de couple qui prétendent aborder la violence conjugale. Sandy Stiff en a fait donc un article. Et je pense que c'est un domaine où nous devons toujours être très prudents. D'autres counseling non spécifiques à la violence conjugale dans, par exemple, les établissements de santé mentale, certains psychiatres et psychologues stigmatisent la violence conjugale en mettant l'accent sur la femme individuelle, sur sa santé mentale, ses symptômes, et ne tiennent pas compte, ne voient pas le contexte de la violence conjugale. Et ça peut être problématique. Voilà, prochaine diapo. Maintenant, nous allons parler de l'étude en cours. Sur 660 femmes, donc, il y avait, donc, sur toutes ces femmes, j'ai étudié donc 660 femmes où j'avais donc de l'information sur le counseling. L'âge moyen était de 36,4, les origines raciales, 50% femmes autochtones, 43% blanches et 6% minorités visibles. La majorité avait des enfants. Donc, alors, la plupart étaient bien au-dessus des seuils cliniques suggérés par la sous-échelle de Composite Abuse Scale. Lorsqu'on a étudié les mesures de santé mentale, encore une fois, ça ne se situait pas dans la fourchette clinique, donc il n'y aurait pas d'aiguillage nécessairement vers des professionnels de santé mentale. Lorsqu'on a étudié ces femmes, 564 avaient demandé au moins un type de counseling et 96 aucun. Donc, on a étudié celles qui n'ont pas cherché à obtenir du counseling et celles qui l'ont cherché. Celles qui n'ont pas cherché à obtenir du counseling étaient considérablement plus jeunes, avec des partenaires beaucoup plus jeunes et aussi beaucoup plus susceptibles d'être autochtones. Par ailleurs, nous avons posé une question générale sur leur expérience de counseling. Bon, et nous avons compté, et 204 femmes avaient accédé à un type ou un programme de counseling, 135, 2, 111, 3, 41 ont indiqué 4, 32, 5 et 42, 6 ou davantage. Donc, il y avait une limite supérieure de 10. Encore une fois, au contraire de ce stéréotype, un grand nombre de ces femmes ont recherché activement de l'aide par intervention, par counseling. Il y a eu un total de 1383 programmes au minimum qui indiquaient donc une moyenne de 2,45 programmes pour les 564 femmes qui ont participé à des séances de counseling. Donc, très, très actifs. Alors, essayons de voir un peu la ventilation. Bon, souvent, on a mentionné avoir vu un conseiller, un intervenant professionnel, et est-ce qu'on a posé la question, est-ce que vous avez trouvé que c'était pas du tout ou un tout petit peu utile, plutôt utile ou beaucoup très utile? Alors, la plupart qui ont été voir un intervenant professionnel et 78% d'entre elles ont trouvé ce type d'intervention très utile. Ensuite, on a aussi vu que les intervenants de refuge ou les interventions en groupe et 86
6 en ont vu et 87,6% ont trouvé que c'était beaucoup très utile. Ça a été donc l'expérience d'intervention la plus utile de toutes. On a étudié aussi d'autres programmes propres à l'AVC, mais 84,4% ont trouvé que ces programmes propres à l'AVC étaient utiles et certaines ont fait donc du counseling de couple, peu ont dit que c'était utile et je vais vous donner une idée de cela pour que vous puissiez comprendre un peu davantage. Nous n'avions pas vraiment regardé les impôts, donc c'était un peu surprenant. Il y a beaucoup de positifs. 54 femmes ont donné des réponses positives. Même chose pour que c'était utile, que c'était une personne neutre. Donc, encourager la résolution de problèmes nous-mêmes, elle encourageait l'estime de soi, elle a fait preuve de beaucoup de compassion, sans porter de jugement. Ensuite, 20 femmes ont parlé du fait de se renseigner sur l'AVC. Voici un exemple. J'ai réalisé qu'il y avait plus de types de mauvais traitements que simplement de la violence physique. Et c'est très important de comprendre ceci. Bon nombre de ces femmes ne s'étaient peut-être pas identifiées comme victimes de maltraitance jusqu'à temps qu'ils comprennent que c'était plus que seulement la violence physique. 24 femmes étaient préoccupées par le counseling de la violence conjugale. Elle a dit qu'elle se sentait mieux de parler à une personne de l'extérieur. Elle m'a écoutée, mais ne m'a pas donné d'aide pratique, n'a pas fait de suivi. Encore une fois, 85 femmes ont fait partie de groupes étant victimes de l'AVC. 45 des femmes ont dit que c'était bien d'entendre des histoires des autres femmes. Être avec des femmes, écouter leurs histoires et me rendre compte que mes relations pouvaient empirer. J'ai pu les aider moi aussi. Cette citation est excellente car il s'agit de réciprocité. Le fait d'être en groupe nous permettait aux femmes non seulement de recevoir de l'aide, mais aussi d'en donner. Deuxième thème, apprendre à connaître les ressources sur l'AVC. Voici une citation. J'ai beaucoup appris sur la violence. J'ai appris que je n'étais pas seule, pas folle. J'ai appris que je pouvais vivre sans violence. Troisième thème, eh bien, il y avait des préoccupations. 31 femmes les ont mentionnées. Par exemple, des enjeux liés au processus de groupe, le besoin de groupes plus longs et d'un meilleur leadership de groupe. Voici une citation. Manque de participation régulière de la part d'autres clientes. Le contrôle du groupe aurait pu être amélioré, faire avancer les femmes qui retardaient la discussion. Je tiens à mentionner, en tant qu'enseignante de travail en groupe, que les groupes ne sont pas bien enseignés, souvent. Les leaders de groupe peuvent apprendre pour aborder ces questions. Mais encore une fois, je ne sais pas si nous enseignons au groupe en tant qu'intervention pour la plupart de nos études. Donc, il y a un manque à ce niveau-là. Bon, les conseillers non spécialisés en violence conjugale, ou VC, il y avait un groupe où on ne savait pas s'ils connaissaient l'AVC. Ils viennent souvent d'agences communautaires. Nous n'avons pas d'informations sur eux. Mais 86% étaient positifs au sujet de leur counseling. Surtout le counseling portant sur la violence conjugale. Le troisième thème qui reflète le counseling précisément de l'AVC, où les femmes parlaient de résultats positifs de la thérapie. Pour la première fois de ma vie, je me sens capable de m'exprimer et de faire face à des démons que j'ai laissés dormir pendant des années. Le deuxième thème, encore une fois, se renseigner sur l'AVC.
J'ai appris les enjeux de sécurité et la dynamique de la violence. Comment reconnaître les signes pour ne plus me retrouver dans cette situation? Le counseling de couple. Dans le diagramme, il y avait 12 personnes qui ont suivi une thérapie de couple et c'est eux qui ont répondu à ces questions dans l'entrevue qualitative. Donc, 35 femmes ont parlé de thérapie de couple. Premièrement, le thème préoccupation au sujet du conseiller. Donc, apparemment, ou plutôt les principaux enjeux, la conseillère n'avait aucun contrôle sur la séance et a laissé mon mari me crier après. Deuxième citation, il n'a jamais admis m'avoir maltraité. Je me sens extrêmement déçue par la conseillère. Elle semblait vraiment croire à son histoire. Elle était sympathique envers lui. Donc, c'est ce genre d'enjeu qu'a soulevé les femmes. Depuis les années 80, des thérapistes féministes ont soulevé ces préoccupations. Deuxième thème, les 12 femmes en ont parlé. Ils ont dit que la thérapie de couple l'a aidé elle, mais pas son partenaire. Le counseling de couple m'a aidé à décider de le quitter, mais pas à réparer la relation parce qu'il était clair qu'il ne voulait pas être là. Deuxième citation, mon mari et moi avons eu droit à des services de consultation matrimoniale. Même si j'en ai tiré quelque chose, ce n'était pas le cas pour mon mari. Il était là simplement parce que l'approbation l'exigeait. Mon mari ne voulait tout simplement pas changer. Encore une fois, deux thèmes qui soulèvent des questions sur le counseling de couple. Nous avons aussi regardé les interventions en santé mentale, telles que mentionnées avant. Il peut s'agir d'interventions psychiatriques ou psychologiques. 32 femmes ont abordé ces interventions. Près de 2 tiers de ces femmes ont trouvé les interventions santé mentale utiles. Les médicaments ont parfois aidé, d'autres fois, c'était utile d'avoir un diagnostic et d'autres ont parlé du fait que cela les a aidés à gérer la violence conjugale ou les antécédents de violence sexuelle. Et finalement, certains ont dit que le conseiller a fourni des ressources ou du soutien utile. Un autre groupe on dit que les interventions en santé mentale n'étaient pas utiles. Il n'y avait pas de lien établi avec le conseiller. Le conseiller n'avait pas de connaissances sur la violence conjugale ou ils se sont fait donner des ordonnances non désirées. 16 femmes ont parlé d'intervention en toxicomanie. Cela inclut aussi les alcooliques anonymes. En général, elles ne vont pas décrire ces interventions avec beaucoup de détails, mais presque toutes ont dit que les interventions étaient utiles. Voici une citation. Ils m'ont aidé à surmonter ma dépendance et à me rendre compte que je n'ai pas besoin de m'engourdir pour faire face aux problèmes de la vie. Deuxième thème, découlant des interventions en toxicomanie, toujours, que ces interventions n'avaient aucune connaissance de l'AVC. Elles m'ont aidé à gérer ma toxicomanie à ce moment-là, mais de ma vie, mais pas à voir la violence. Étant donné le fait que l'alcool et la toxicomanie sont utilisés par les femmes pour s'engourdir lorsque elles font face à la maltraitance de leur partenaire, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'études. Counseling confessionnel, donc recevoir du counseling de votre prêtre ou leader religieux. Dans tous ces exemples, nous parlons de counseling chrétien. C'est un plus petit chiffre, donc on ne peut pas vraiment généraliser de ces chiffres, mais la plupart des personnes qui ont reçu ce counseling a trouvé cela utile pour la compassion, l'empathie et l'orientation, une expérience réparatrice. Mais 5 de ces femmes ont dit que ce genre de counseling a des limites. Le conseiller se concentrait davantage sur la réconciliation. Mon ex l'a convaincu qu'il avait tourné une nouvelle page. Le conseiller s'est laissé duper par lui. Ceux d'entre vous qui ont travaillé avec des hommes qui sont abusifs, souvent, ils peuvent être charismatiques.
Ils peuvent se faire souvent duper les autres, même la police. Mais cette limite, eh bien, les leaders confessionnels ne reçoivent pas vraiment de formation en WC et leur rôle consiste à garder le mariage intact. Donc, nous avons aussi entendu parler de guérison autochtone. 19 femmes ont évoqué la question. Encore une fois, nous n'avions pas de questions spécifiques à la WC en matière de guérison autochtone, mais ce sont les femmes qui l'ont soulevé. Souvenez-vous que ces cas ne sont pas précis à la violence conjugale, mais la plupart ont trouvé les guérisons autochtones utiles. Voici une citation. J'ai fait des surés, on m'a montré des façons de faire face à la situation, de gérer ma colère. Deuxième thème, connaissance de l'AVC et de la CSA. Une femme a dit, l'homme médecine a confirmé que je n'étais pas le problème et que mon mari devait changer. Donc, qu'avons-nous conclu de cette étude? Contrairement aux stéréotypes concernant les femmes violentées, la majorité d'entre elles ont cherché à obtenir des services de counseling, souvent auprès de plus d'une source. Les femmes autochtones étaient les moins susceptibles de chercher à obtenir du counseling. Encore une fois, elles ont parfois besoin d'encouragement pour considérer le counseling comme une ressource. Parmi les types de counseling les plus souvent utilisés, à savoir counseling maison d'hébergement, 88% positif, groupe de WC, 80% positif, counseling général, 80% positif. La plupart ont fait référence à leurs améliorations personnelles tout en établissant des liens avec les conseillers et en apprenant au sujet de l'AVC et des ressources communautaires. Donc, ces éléments contextuels sont très importants. En comparaison, l'insatisfaction à l'égard du counseling de couple était à hauteur de 45,7% des réponses. C'était notable. Donc, seulement 45% des personnes ont trouvé du positif dans le counseling de couple. Voici les répercussions sur la pratique clinique. Les cliniciens ont besoin de formation sur l'AVC. Des études récentes menées auprès de travailleurs sociaux, d'étudiantes en soins infirmiers et de professionnels de santé mentale documentent le manque général d'enseignement sur l'AVC. Elles suggèrent l'importance de l'éducation dans les établissements postsecondaires ou les programmes de formation professionnelle. Et peut-être désolée pour les interprètes, mais mon expérience dans la faculté des études sociales à l'Université de Calgary était la suivante. J'ai élaboré un programme en 2003 et je l'ai présenté au comité des études supérieures. Et le groupe de professeurs de Charles Worth a dit, « Oh, nous avons déjà couvert ce sujet. » Et donc, ils ont refusé de suivre mon cours et un an après, le doyen des études sociales, Madame Rogers, a dit qu'il y avait un groupe d'étudiantes qui s'était tourné vers elle, qui demandait un cours sur la violence conjugale. Donc, elle m'a donné le cours et c'est dans le programme depuis lors. Mais encore une fois, je ne connais pas l'étendue par laquelle ceci est un phénomène commun de par le Canada ou l'Amérique du Nord. Peut-être que c'est un sujet à discuter pendant la période de discussion. Donc, je veux vous donner un peu d'enjeux de la pratique clinique. En matière d'évaluation, je me cite moi-même. Il s'agit d'un article que j'ai écrit qui s'appelle « Identifier, évaluer et conseiller les auteurs hommes de WC et aussi de femmes maltraitées, cruelles mais pas inhabituelles, violences dans les familles canadiennes. Je recommande vivement ce livre car il va aborder les questions non seulement d'évaluation, mais aussi d'autres types de violences, telles que les violences envers les personnes âgées, la violence envers les enfants. C'est un excellent livre. Nous sommes à la 3e édition. Il y a toujours des mises à jour. Le premier chapitre
aborde la question de l'importance d'évaluer toutes les femmes pour potentiel de WC. Donc, vous devez dire cela à tous les clients pour qu'ils ne se sentent pas stigmatisés. Cela peut être fait, doit être fait avec les séances individuelles avec les femmes. Un de mes collègues, Cindy Ogden, vient de terminer sa dissertation de défense doctorale. Elle travaille à Calgary dans une agence communautaire parce qu'elle a cet antécédent d'assistante de recherche et aussi de travailleuse en milieu de maison d'hébergement. Donc, elle pose tout le temps cette question à toutes les femmes. Il s'agit d'une agence générique de counseling. Elle estime que 51% des femmes avec qui elle discute sont des survivantes de violences conjugales. Lorsqu'elle pose des questions sur les agressions sexuelles, eh bien, beaucoup d'entre elles avaient fait l'objet d'agressions sexuelles. Donc, il est très important d'évaluer toutes les femmes clientes. Donc, voici une échelle rapide et globale dans le livre. Je vais aborder en plus de détails cette échelle, mais la plupart des cliniciens n'ont pas accès à cette évaluation. Voici rapidement 4 questions que vous pouvez utiliser. Ça s'appelle HARK en anglais, Humiliation, Afraid, Rape, Kick. En français, humiliation, crainte, viol, coup. Donc, vous pouvez utiliser cette échelle pour évaluer les cas de WC. Donc, premièrement, H, l'humiliation. Au cours de la dernière année, avez-vous été humilié ou subi d'autres formes de violence psychologique de la part de votre partenaire? Crainte, au cours de la dernière année, avez-vous eu peur de votre partenaire ou de votre ex-partenaire? Viol, au cours de la dernière année, avez-vous été violé ou contrainte à une activité sexuelle quelconque par votre partenaire ou ex-partenaire? Et finalement, coup, au cours de la dernière année, votre partenaire vous a-t-il donné des coups de pied, frappé, giflé ou infligé d'autres blessures physiques? Encore une fois, c'est une échelle d'évaluation rapide que vous pouvez utiliser afin d'évaluer les cas éventuels de violence conjugale. Si vous faites face à un couple, lorsque les couples viennent vous voir pour le counseling de couple, ils ne vont pas nécessairement demander de se faire évaluer pour la WC. Mais dites-leur que vous allez les rencontrer séparément et que vous allez faire une évaluation de WC et que lorsque la WC est identifiée, il faut parler de la façon dont vous allez aborder le partenaire, incluant une évaluation de sécurité. Donc, il faut créer un plan de sécurité en cas de WC. Vous pouvez aussi fournir des renseignements sur le cycle de la violence par Lenora Walker. Laissez-moi vous expliquer un petit peu. Le cycle de la violence. Les femmes, souvent, disent que c'est très utile. Donc, c'est un cycle où le partenaire est violent, le partenaire ensuite s'excuse, il y a une période de calme qu'on appelle la période de lune de miel et ensuite la tension resurvient et le cycle peut être très long. Cela peut durer des années, par exemple. Et d'autres femmes ont mentionné qu'il n'y a pas de période de lune de miel dans leur relation. Ce qui est intéressant pour les femmes, c'est que cela les aide à expliquer pourquoi ils n'ont pas pensé qu'ils étaient victimes de violence parce qu'il y a une tendance où le partenaire va s'excuser, où les choses ont l'air de bien aller, mais le cycle se poursuit. Vous pouvez aussi indiquer à la femme le site de la maison d'hébergement le plus proche, si pertinent. Ne Ne mettez pas la pression sur les femmes pour qu'elles se rendent dans une maison d'hébergement. Selon l'étude, ce qui était le moins utile, c'est de se faire dire d'aller voir dans une maison d'hébergement. Au Canada, seuls 7% des femmes maltraitées vont se rendre à une maison d'hébergement. Donc, la femme doit faire le choix elle-même. Les femmes qui vont en maison d'hébergement sont celles qui ont le moins de ressources, le moins d'argent. Elles n'ont souvent nulle part autre où aller. Donc,
elles doivent avoir connaissance de cette ressource, mais il faut faire confiance à la femme. Elle doit choisir elle-même. Et finalement, offrir du counseling tenant compte des traumatismes, d'autres options. Bon, que ce soit en groupe ou individuellement. Nous sommes tous d'accord dans l'univers du counseling. Pour les femmes victimes de l'AVC, elles sont souvent font l'objet de traumatismes et donc le counseling tenant compte des traumatismes peut être très utile. Bon, voilà ma présentation. Merci de m'avoir donné l'occasion de discuter de ces points. Quelques points de considération. Donc, cette étude est une analyse secondaire de données plus anciennes. Donc, vous pouvez interpréter les données selon ce qui est pertinent. Donc, j'ai regardé, j'ai fait des recherches pour voir s'il y a d'autres études de ce genre, mais il n'y en a pas. Donc, une question pour vous, les résultats sont-ils surprenants? Êtes-vous en désaccord avec moi? C'est un peu ça le but d'avoir une conversation. N'hésitez surtout pas à vous lancer. Merci beaucoup, Leslie, pour cette présentation très intéressante qui nous interroge. Donc, le besoin. Donc, je me pose des questions sur le genre de service fourni. J'ai plusieurs questions à vous poser. D'accord? Premièrement, notre auditoire était surpris par vos résultats en matière de femmes autochtones, qui ont moins d'accès au counseling. Pourriez-vous aborder cette question davantage? Est-ce que c'est parce qu'elles ont des mauvaises expériences avec les séances de counseling ou peut-être question de sensibilisation culturelle de la part des praticiens? Bon, c'est une très bonne question. Je ne connais pas la réponse, mais je peux supposer, selon les données, elles ont tendance à être plus jeunes aussi et donc ne considèrent peut-être pas le counseling comme étant une option utile. Bon nombre de femmes autochtones ont en effet suivi des séances de counseling, mais d'autres, en effet, ne l'ont pas suivi. Peut-être qu'elles ont utilisé des méthodes de guérison autochtone, mais qu'elles n'ont pas abordé la question parce que peut-être que ce n'était pas en lien avec la question posée. Les femmes autochtones plus jeunes sont souvent plus proches de leurs antécédents autochtones, donc nous devons être plus ouverts sur la façon d'établir des liens avec des clients autochtones. Par ailleurs, il faut s'assurer que les femmes ont toutes les options à leur disponibilité, incluant le counseling. Une autre question de statistique. Au début, vous aviez évoqué le fait que 41% des femmes avaient été victimes d'agressions sexuelles et aussi de maltraitance en tant qu'enfant. Est-ce qu'il y a un chevauchement à ce niveau-là? Bon, souvent, nous sommes partie d'une catégorie ou de l'autre ou des deux. Oui, lorsque nous avons fait la comparaison, nous étions penchés sur 4 groupes. Ni l'un ni l'autre. Nous sommes penchés seulement sur la maltraitance infantile, l'autre seulement la violence conjugale et en quatrième groupe, les deux. L'agression sexuelle lorsque vous êtes enfant est un prédicteur d'autres sortes de violences plus tard. Je ne me souviens pas selon l'article. Non, ce n'est pas un article qui est accessible à tout. Donc, ça s'appelle
moi aussi, dans les prairies canadiennes. Et nous sommes penchés sur les 4 groupes. Pour nous, c'était surprenant que 41% des personnes ont fait l'objet de violences conjugales. Souvenez-vous, nous avions fait une grande analyse, nous sommes penchés sur les enjeux de santé mentale. Moi, je travaille beaucoup en matière d'agression sexuelle et je pensais que ça aurait couvert la question, mais non. Donc, je pense que cette publication est importante, car encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'articles qui se penchent sur l'agression sexuelle en milieu de violence conjugale, même si cela fait depuis les années 80 que nous discutons de la question. Ce n'est rien de nouveau, mais ça se perd dans la mêlée. Oui, l'agression sexuelle dans la violence conjugale est souvent ignorée. On ne pose pas la question bien souvent. Beaucoup de personnes avaient des questions sur le modèle HARC. Donc, est-ce que c'est conçu d'une perspective qui tient compte des traumatismes? Donc, parlons aussi peut-être du libellé, des mots utilisés. Parlez-nous de cet outil, le HARC. Oui, bien sûr. Donc, je n'essaie pas nécessairement de l'endosser, tandis que je mettais à jour l'édition du livre. Je voulais aller au-delà des mesures fondées sur la recherche concernant la violence conjugale, parce que ce n'est pas toujours utile lorsque nous faisons face à des clients. Donc, j'ai simplement trouvé ce modèle. J'invite l'auditoire à étudier l'article original. Ce qui est important, c'est que vous pouvez changer ces questions. Vous n'avez pas besoin d'utiliser ces questions-là, mais cela vous donne permission de poser les bonnes questions, de les poser d'une façon où ce sera facile pour les cliniciens d'intervenir. De dire, bon, je pose ces questions à toutes mes clientes femmes. Au moins, je couvre ces 4 domaines. Vous n'avez pas besoin de citer Sohal, mais simplement le fait de poser des questions vous donnera des renseignements. Si vous posez une question générale, par exemple, est-ce que votre mari est violent? Vous n'allez pas obtenir beaucoup d'informations. Donc, en séparant ces 4 domaines, l'humiliation, la crainte, le viol, les coups, peut vous donner plus de renseignements. Mais vous n'avez pas besoin d'utiliser l'échelle ni le modèle. J'essaie simplement de vous donner permission de poser ce genre de questions lors de vos interventions cliniques. Il est aussi important de dire aux femmes, de poser à toutes nos clientes femmes ces questions parce que sans quoi les femmes qui font l'objet de violences conjugales peuvent fait trouver bizarre que vous sachiez. Donc, moi, je pose cette question systématiquement à toutes mes clientes femmes. Oui, super. Leslie, j'ai l'impression qu'il y a un thème lorsque nous parlons de violence conjugale de violence conjugale. Et maintenant, nous parlons aussi de violence générale, qu'il est important de poser des questions. Les outils développés datent de peut-être 10 ans, 30 ans, et on oublie parfois le contrôle et la perte d'autonomie. On se concentre plutôt sur la violence physique. Donc, c'est vraiment formidable d'avoir défini la violence de toutes les sortes. Donc, j'ai une question un peu longue, mais très importante. Il s'agit d'une question de définition, mais c'est une question plus large. Comment est-ce qu'on peut définir du counseling précisément concernant la violence conjugale, surtout dans les maisons d'hébergement? Donc, est-ce par exemple, si dans les maisons d'hébergement, des travailleurs sociaux qui sont sous-payés offrent du counseling, est-ce que cela compte? Souvent, c'est le moyen préféré.
le moyen le plus populaire de recevoir du counseling, même si la personne n'est souvent pas formée pour offrir ce genre de counseling ou qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances sur la VC. Donc, je suis curieuse. Quelles sont les applications de vos résultats? La façon dont nous réfléchissons au counseling, qui peut offrir du counseling, quelle sorte de formation nous pouvons offrir? C'est une très bonne question. Nous avons été surprises que les femmes ont mentionné les refuges parce que notre question n'avait pas à faire avec les refuges ou les maisons d'hébergement, mais nous avions, d'autres questions qui avaient à faire avec les refuges. Ce sont les femmes elles-mêmes qui ont indiqué que ce qu'elles avaient reçu des intervenants du refuge, c'était du counseling. Et il y avait une connexion, c'était certain, un respect. Et alors, même si ce n'était pas des intervenantes formées, il y avait une autre femme qui l'écoutait sérieusement, qui donc était là. Ce sont des essentiels, des éléments essentiels d'une bonne intervention. Donc, ce n'était pas nécessaire en tout temps. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important pour avoir davantage d'estime de soi, de confiance qu'un agresseur peut enlever à une femme. Et les travailleuses de refuge, les intervenantes dans les refuges ont quand même une compréhension de la chose. Et les plus probables. Et l'information quant à la violence conjugale, ce que c'est, ce que ce n'est pas, différentes façons de vivre cela, y compris le viol marital, parce que il y a beaucoup de femmes qui estiment avoir l'obligation d'être partenaire sexuel, même si elles le souhaitent ou non. Alors, on élargit ce que l'on conçoit comme étant la violence conjugale et on parle des ressources, des ressources hors refuge. Certaines interventions pouvant être faites, par exemple des interventions pénales même et criminelles, aussi des questions de garde d'enfants. Par exemple, une femme pourrait poser la question: et si je le quitte, que se passera-t-il avec la garde de mes enfants? Alors, encore une fois, nous avons décidé d'adopter la définition que les femmes ont donnée au counseling et à l'intervention. Parce que moi, j'ai passé beaucoup d'années à travailler dans les refuges et j'ai rencontré des intervenants exceptionnels, même si elles n'avaient pas une maîtrise en travail social ou en counseling. Elles étaient curieuses, pleines d'empathie, compassionnées, bienveillantes et à l'écoute. Et c'est ce qu'on obtient des intervenants professionnels également. Ce sont des éléments de base très importants. Est-ce que ça répond à la question? C'est une question un peu glissante, là. Eh bien, je pense que j'apprécie ce que vous dites. C'est-à-dire que la définition du counseling a été, en fait, proposée par les femmes elles-mêmes, par les participantes. Mais il y a beaucoup de participantes ici qui ont posé la question. Par exemple, dans les maisons de transition, il y a des gens qui m'abordent et qui pensent que j'ai reçu du counseling, mais c'était certainement peut-être des gens comme moi qui sont des intervenantes en maison d'hébergement qui n'ont pas de formation précise en counseling. Eh bien, ce que j'ai mentionné, c'est qu'aux États-Unis, dans les refuges, on nomme les intervenantes de refuge pas des conseillères, mais des défenseuses. Et une défenseuse offre de l'aide, du soutien, et peut-être que c'est la meilleure façon de définir l'intervention en refuge, parce que beaucoup de tout cela veut dire les mêmes types de compétences que les femmes qui reçoivent du counseling, en fait, ils reçoivent un soutien à leur défense, finalement, tout en leur offrant de l'information. Peut-être qu'on utilise le mauvais terme, mais ce sont les femmes qui avaient défini cela, alors il faudrait peut-être y penser. Il y a des questions?
concernant les praticiens en counseling, les praticiennes en counseling, s'ils avaient des formations spéciales en matière autochtone ou en compétences culturelles ou en sensibilité culturelle, en humilité culturelle, et si oui ou non, ça jouait un rôle potentiel pour les participantes. Très bonne question. Et ça, on ne le sait pas parce qu'on a utilisé la définition que les femmes nous ont proposée. Elles n'ont pas soulevé l'idée que ma conseillère ou mon intervenante avait une formation autochtone ou était culturellement sensible. Peut-être parce que, vous savez, les données sont un peu vieillies maintenant, mais certainement, à ce moment-là, les femmes n'ont pas pensé que c'était quelque chose de signifiant ou quelque chose qu'elles recherchaient nécessairement. Et ce serait intéressant de relire ces études pour tenter d'extraire cette spécificité. J'essaie de réfléchir. Dans l'analyse que je mène en ce moment, il s'agit des femmes qui vivent dans les refuges, et ce n'étaient pas des refuges précisément pour les personnes autochtones, et c'était une préoccupation, en fait, de notre part, que le refuge aurait pu offrir des cercles de guérison pour les femmes autochtones, mais c'est donc une bonne raison, mais une bonne question, mais une question à laquelle je n'ai pas réponse. Bon, je vais vous poser maintenant des questions concernant mariage, famille, thérapie de couple, counseling marital, de couple. Alors, première question. On a mentionné l'attitude des femmes envers le mariage et le counseling. Et ça provenait peut-être pas des groupes de soutien, mais d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous savez, lorsque j'ai regardé la diapo, je ne savais pas exactement pourquoi j'ai mis ça. C'était une étude qu'on a menée à Kitchener-Waterloo en 88 avec un groupe, Barbara Pressman, donc, qui avait organisé le groupe. C'est donc une ancienne étude. Je n'utiliserai pas cette étude avec cette échelle à nouveau, et j'ai fait bien des études de groupes de soutien donc par la suite, mais je ne crois pas que la plupart des groupes de soutien traiteraient de ces questions maritales, donc, et que qui serait donc perçu comme pertinent. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une très ancienne étude que je ne mènerai plus de nos jours. Et c'est à l'époque où les agences devaient arguer l'importance d'avoir des groupes de soutien pour les femmes et aussi des groupes pour les agresseurs, pour les aux auteurs de violences conjugales. Et l'attitude, c'était « Ah, ça sera utile dans les relations conjugales ». Bon, ça pourrait se produire, c'est formidable si ça se produit, mais on ne peut pas s'attendre à ce que les femmes dans les groupes souhaitent cela ou connaissent ce résultat. Oui, c'est un groupe très attentif ici qui écoute. Je suis heureuse de cela. Et je dois dire que c'est vraiment formidable de pouvoir offrir la documentation en anglais et en français, ce qui veut dire qu'on ne peut pas changer les diapos à la dernière minute. Bon, alors, si on reste sur le sujet, certaines personnes posent des questions parce que souvent, il pourrait y avoir des cas où les femmes vont dans les refuges et il y a le contexte d'une séparation ou des services au tribunal de la famille potentiels. Vous avez mentionné la santé mentale et qu'il y a davantage de problèmes de santé mentale dans les familles hautement conflictuelles. Évidemment, la violence conjugale et l'exposition à cela, mais aussi
Donc, une pression pour les cliniciens de rester dans leur domaine de traitement. Donc, ne pas dépasser cela. Et il y a aussi la question de thérapie unificatrice. Y a-t-il des réflexions sur ce que ça peut vouloir dire pour les enfants dans un couple hautement conflictuel? Bon, si votre patron vous dit de ne pas faire quelque chose, peut-être que vous ne pouvez pas le faire, mais dans les questions de garde d'enfants, et nous sommes en train justement de travailler sur un article là-dessus, mais il y a cette affaire en Ontario où cette petite fille a été tuée par son père lors d'une visite au tribunal de la famille. Nous devons absolument porter attention à la violence conjugale et j'espère que cela va vraiment se propager, mais c'est dangereux pour les enfants. Les enfants peuvent finir par être assassinés. Il y a une étude un petit garçon dans notre étude où le père avait la garde complète et il a assassiné le petit garçon finalement. Alors, de mettre des ornières sur le personnel, de les empêcher d'aller plus loin que leur domaine précis, si c'est pas un enjeu, s'il y a quelque chose qui n'est pas un enjeu, ça va. Mais si c'est un enjeu et on n'y porte pas attention à la violence conjugale, je crois que c'est contre la déontologie. Ça me préoccupe et j'ai une préoccupation pour les travailleurs et travailleuses qui ne peuvent pas aborder ces sujets. Est-ce que je peux aller plus loin sur la question? Je pense que un autre stéréotype, souvent, c'est que lorsque les couples se séparent, que la violence conjugale s'arrête. Et ce n'est simplement pas le cas dans de nombreux cas, particulièrement les cas les plus graves. Et les visites d'enfants avec l'enfant, c'est un moment où l'agresseur a souvent accès à son ancienne partenaire et parfois elle est maltraitée, parfois sexuellement. Donc, c'est un grand risque. Bon, parce qu'on entend dire, oh, ils sont séparés, tout va bien, plus de problème. Mais non, dans les pires cas, c'est simplement le contraire. Ça n'arrête pas et ça peut devenir un autre type de maltraitance. Un des articles qui est disponible en accès ouvert traite le contrôle coercitif post-séparation. C'est dans la liste de références qu'on vous donne et il s'agit donc de décrire les multiples manières par lesquelles un ancien partenaire tente de contrôler donc son ancienne femme en disant, par exemple, il dit des choses comme « je vais tenter de tuer mes enfants », etc. Alors, ça ne veut pas dire que parce que les gens ne vivent pas ensemble que le contrôle s'arrête. Bon, j'ai vu ça dans le chat, en fait. Il dit plutôt aux gens que moi, je vais tuer mes enfants. C'est ce que la femme dit. Alors, je vois ça ici dans le chat. Par ailleurs, nous parlons aussi de la pauvreté et de la ruralité dans les questions. Pensons aux régions rurales par rapport aux régions urbaines. Le ratio, par exemple, des femmes qui ont moins de recours et pour qui le counseling professionnel est inabordable. Dans les régions plus éloignées et la question d'accessibilité tout court. Et si on peut donc voir comment ça se joue pour les femmes qui pourraient ne pas avoir accès à des services d'intervention. Oui, nous avons fait une analyse étudiant justement cette question-là de régions rurales et urbaines. Et donc, c'est un peu un biais que nous avons dans notre étude, parce que la plupart des femmes à qui on avait accès venaient de régions urbaines ou
de taille moyenne. Et nous n'avons pas eu beaucoup donc d'accès aux femmes en région rurale. Plusieurs femmes qui vivent dans des régions éloignées n'ont pas l'accès à donc du transport, par exemple, pour aller trouver de l'aide plus loin. Je ne dis pas que ce n'est pas un enjeu. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas énormément de données que nous avons collectées. Évidemment, la pauvreté, nous avons étudié la question de revenus. Nous avons fait une comparaison de revenus et ça ne différenciait pas si les femmes avaient du counseling ou non. Au Canada, on a de la chance. Il y a donc des ressources qui existent et les femmes peuvent avoir accès à donc bien des services de counseling gratuitement dans ces cas-là. Vous aviez mentionné dans votre présentation que seulement 7% des femmes vont utiliser les maisons d'hébergement au Canada. Où avons trouvé cette statistique? Cela vient d'un rapport de Statistique Canada, un rapport sur la transition. Environ 12% utilisent les maisons d'hébergement, mais ils vont utiliser des services de sensibilisation et d'autres, mais seulement 7% habitent dans les maisons d'hébergement. Mais c'est une statistique peut-être un peu désuète. Je n'ai pas regardé les chiffres récents, mais je crois que les chiffres sont cohérents. Ce sont des services très importants pour des femmes qui ont peu de ressources. C'est une citation que je prends d'une publication canadienne. Si vous avez une autre option, plutôt que de vous rendre à une maison d'hébergement, vous allez les utiliser. Mais si vous vous dirigez vers une maison d'hébergement, c'est qu'il y a potentiellement des préoccupations de sécurité et vous devez vous sentir en sécurité. Ce sont des établissements. Et ces établissements sont importants et ont beaucoup de valeur, mais pas nécessairement appropriés pour toutes. Bon, pourquoi est-ce que les femmes qui sont conscientes de cas de violence conjugale ne vont pas le mentionner à un thérapeute? Donc, je crois qu'il y a une tendance qui se dessine où on ne discute pas de l'AVC lors d'une séance de counseling. Bon, je pense que parfois, les femmes, nous avons cette expérience de femmes qui restent vagues. Pourquoi pensez-vous que l'AVC n'est pas mentionné? Eh bien, il y a beaucoup de raisons. La honte, l'humiliation, les femmes qui pensent que si ce n'est pas physique, il ne s'agit pas de maltraitance. Donc, s'ils ne savent pas que l'agression sexuelle est un auteur, l'agression sexuelle compte comme violence conjugale, donc quelqu'un qui a accès à vous, qui va vous violer à plusieurs reprises. Les victimes d'agression sexuelle qui se font agresser par un étranger, il y a beaucoup de honte, de l'humiliation, nous le savons, mais c'est la même chose pour les femmes qui font l'objet de violences conjugales. C'est elles vont penser que c'est leur faute, j'ai dû agir incorrectement. Il y a toute cette humiliation associée à, à l'agression sexuelle, par exemple, lorsque l'agresseur est connu. Parfois, les femmes ne vont pas faire le lien. Elles vont penser, pourquoi est-ce que je me sens déprimée? Bon, peut-être que mon mari euh, est un creep, ce qu'on dit en anglais. La définition d'un creep, c'est quelqu'un qui va abuser une autre personne financièrement, émotionnellement, psychologiquement. Donc, si je vais voir un thérapeute, moi, j'ai honte de le mentionner parce que ma conseillère va prendre son côté, prendre son parti.
Il y a beaucoup de questions. Je passe la liste en revue. Il y a eu plusieurs questions sur les données. Les données qui ne sont de femmes qui ne sont pas, qui ne reçoivent pas de diagnostic clinique, qui ne vont pas se faire évaluer pour l'AVC. Et c'est assez surprenant parce que lorsqu'on fait une évaluation sur le traumatisme, l'anxiété et d'autres, pourquoi est-ce que l'AVC n'est pas inclus? Pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi beaucoup de femmes n'ont pas pu se faire examiner du point de vue clinique pour la violence conjugale? Réponse, l'un des critères pour se faire inclure dans l'étude était qu'elle doit être sortie de cette situation de maltraitance et que elles doivent être sorties de cette situation il y a au moins 6 mois ou 1 an. Donc, nous n'avions pas parlé à des femmes qui sont en situation d'urgence. Donc, c'était des femmes qui n'étaient pas en situation de crise immédiate. J'ai travaillé avec des femmes maltraitées pendant 30 ans. Beaucoup de ces femmes sont très résilientes. Elles sont très intelligentes aussi. Les enjeux de dépression, de santé mentale peuvent être résolus une fois, une fois que la femme se sent en sécurité ou leur estime de soi et la perspective d'elle-même est endossée par quelqu'un d'autre. Elles se sentent souvent, bon, elles vont peut-être montrer quelques signes de dépression ou de symptômes post-traumatiques, mais pas autant que vous, pas autant que à ce qu'on peut s'attendre comparé à quelqu'un qui peut être diagnosticable. Du point de vue de la recherche, moi, j'examine beaucoup d'articles dans les journaux concernant la violence conjugale et les chercheurs ne vont pas, vont souvent ne pas utiliser de mesures avec des scores de seuil clinique. Donc, elles vont dire qu'il y a une différence statistique. Donc, parfois, les femmes, ils vont parler de 4 items sur 15. Donc, vous allez obtenir des chiffres statistiques, mais pas beaucoup de ces femmes sont dans la gamme clinique. Donc, c'est un peu mal représenté. L'état actuel des femmes maltraitées. Donc, cela va créer un stéréotype comme quoi si vous êtes une femme maltraitante, vous allez avoir des problèmes de santé mentale. Mais lorsqu'on parle aux femmes, elles trouvent cela très offusquant car elles savent, bon, elles ont reçu du counseling, elles savent que ce n'est pas elles le problème et elles se sentent mieux. Donc, cela fait partie de mon argument. Nous n'avons pas parlé aux femmes au moment de crise, au moment où la police était là, au moment où elles devaient aller dans des maisons d'hébergement. Nous avons parlé à ces femmes un peu plus tard après les événements. Donc, certaines d'entre elles vivent toujours avec des partenaires qui les maltraitent. Certaines n'ont jamais quitté le partenaire ou sont revenues vers eux. Mais je pense que c'est un stéréotype que les femmes maltraitées ont forcément des problèmes de santé mentale. Ce n'est pas vrai. C'est un stéréotype. Et je le vois souvent dans les programmes psychologiques où on se concentre tellement sur l'individu qu'il ne se penche plus sur le contexte de cette femme, ce qui expliquerait pourquoi elle est déprimée. Donc, vous m'avez aidé à choisir la prochaine question à vous poser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour améliorer l'évaluation de l'AVC dans les programmes de psychologie, par exemple? Bon, je vous ai parlé de mes difficultés à moi. Nous devons continuer de ne pas lâcher l'affaire. En tant que chercheuse, en tant qu'universitaire, nous avons certaines obligations. Il faut faire le combat.
Par exemple, les anciens étudiants, les diplômés qui reviennent dans les doyens, vous pouvez leur dire, moi, maintenant, je suis conseillère et vous ne m'avez pas enseigné sur le sujet de la violence conjugale. Il s'agit d'un grand écart, s'il vous plaît, l'inclure dans le programme. Donc, je vous l'ai dit que c'était les personnes des enfants qui m'ont dit que nous enseignons ces cours, mais bien entendu, ce n'était pas vrai. Bon, ils vont un peu couvrir la question où on est inquiet pour les enfants, pour l'exposition, mais nous ne sommes pas inquiets pour la mère. Donc, ce n'est pas seulement le travail social, mais c'est vraiment, ça couvre un parapluie beaucoup plus large. Les infirmiers, tous ceux qui travaillent avec le public doivent avoir une bonne compréhension de la violence conjugale. Donc, il faut ne pas lâcher le combat, comme vous. Mais par exemple, les anciens étudiants peuvent avoir beaucoup d'influence sur les doyens. Revenez à l'école, dites-leur, moi j'ai dû apprendre moi-même, ce n'était pas dans le programme, cela m'a coûté de l'argent pour recevoir la formation. Il s'agit d'un écart important, vous devez l'enseigner. Bon, il y a des questions, plusieurs. Plusieurs qui abordent la question de l'intersectionnalité. Il y a des questions sur l'échantillonnage, par exemple des femmes LGBTQ+, ou des femmes plus jeunes. Donc, si on compare les groupes démographiques, lorsqu'on parle aussi de femmes autochtones, peut-être que vous pouvez partager votre perspective en matière d'intersectionnalité afin de comprendre les différentes façons où les gens reçoivent de l'aide et ont accès à ces services. Oui, ce sont des points très importants. Nous avions un petit échantillonnage de femmes LGBTQ et bispirituelles, mais c'était un tout petit échantillonnage. Bon, bien entendu, il y a eu des différences. Un exemple, une étudiante en doctorat s'est penchée sur des entrevues en profondeur avec 40 femmes autochtones et elles se sont penchées sur ce qu'elles ont dit sur le counseling et 2 d'entre elles étaient lesbiennes, donc leur partenaire était une femme. Donc, simplement se pencher sur les différences était intéressante. Ils avaient les mêmes problèmes, n'arrivaient pas à trouver des données. Et souvent, elles ne vont pas se pencher sur des programmes de violence conjugale, elles vont plutôt se tourner vers les services pour LGBTQ dans leur collectivité. Donc, c'était un problème. Nous avons aussi fait des commentaires sur les femmes plus jeunes avec des partenaires plus jeunes, le fait qu'elles sont moins qu'elles vont moins aller chercher de l'aide et utiliser les services de counseling. Et je vais dire ceci sur l'intersectionnalité. Je reviens à mon étudiante sur la dissertation. Nous nous sommes penchés sur la question de la résilience des femmes et nous avons reçu un survol très utile des enjeux. Donc, il s'agit de 40 femmes et leurs familles étaient dans des pensionnats indiens, ils faisaient l'objet de maltraitance lorsqu'ils étaient enfants, il y a toutes sortes d'antécédents. Mais en moyenne, leur note de santé mentale n'était toujours pas dans la gamme clinique. Et ensuite, nous nous sommes penchés sur la résilience avec une question. Comment est-ce que vous vous êtes rendu où vous en êtes aujourd'hui? Et le titre de la publication, qui n'a pas encore été essayée, s'appelle « Essayez, continuez d'essayer, le créateur vous promet des belles choses ». Donc, nous avons conclu que malgré tous ces points négatifs, les femmes sont allées chercher des ressources. Elles avaient des caractéristiques très positives et elles se portaient assez bien. Donc, nous pensons que ces femmes sont résilientes et je pense que c'est important du point de vue de l'intersectionnalité. Il faut aller plus loin que simplement la violence conjugale. Bon,
Merci beaucoup, Dr. Tori, pour le temps passé avec nous aujourd'hui. Le temps nous manque malheureusement aujourd'hui. Merci beaucoup de votre exposé. Merci pour ces idées, ces résultats partagés et d'avoir pris le temps de discuter, de répondre à ces questions de notre auditoire. Merci aux interprètes, à Estelle, Courtney et Jessica, et aussi à nos interprètes francophones, Caroline et Siané. Nous vous remercions aussi. Merci à tout le monde. N'oubliez pas de compléter votre formulaire d'évaluation afin de vous recevoir un certificat de participation. Un lien sera partagé dans votre furteur automatiquement après ce webinaire. Encore une fois, merci et nous avons hâte de vous voir à la prochaine séance. Bonne journée.